Dans la première partie de ce chapitre sur le temps et la Terre, on s'est consacré aux principes de base de la stratigraphie. On a vu aussi la différence entre fossiles de faciès et fossiles stratigraphiques qui sont utilisés pour dater de manière relative les couches. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux discontinuités qui affectent l'enregistrement géologique. Et en effet, les successions de couches géologiques peuvent être interrompues par ce qu'on appelle des discontinuités. Discontinuités qui ont une importance variable en fonction du mécanisme responsable de leur formation. Et c'est un réel problème, car quand une discontinuité se développe, on a un arrêt de la sédimentation et donc un arrêt de l'enregistrement des événements qui se produisent dans l'histoire de notre planète. Ces discontinuités diffèrent aussi par leur durée, et l'exemple sur la photo, en rouge, est une discontinuité qui sépare en bas des couches qui ont été plissées et en haut des couches qui sont relativement horizontales. On ne sait donc pas ce qui s'est produit entre le plissement des roches situées en dessous de la discontinuité et les premiers dépôts des roches situées au-dessus de la discontinuité. On distingue plusieurs types de discontinuités en fonction de leur importance. Le moins important, c'est ce qu'on appelle un arrêt de sédimentation. C'est, tout en ne changeant pas de milieu, un simple arrêt du dépôt de sédiments. Alors comment peut-on le mettre en évidence? C'est en regardant le type de fossile inclus dans les couches. Si l'arrêt de sédimentation a duré suffisamment longtemps, le type de fossile en dessous de la discontinuité et au-dessus de la discontinuité sera différent. Le deuxième type, c'est un arrêt de sédimentation avec émersion. La différence avec le type précédent, c'est que le fond marin va émerger, la mer se retirer et les couches précédemment déposées vont subir soit un phénomène d'érosion, par exemple une karstification, soit un phénomène de pédogenèse par développement d'un sol. Ensuite, la mer peut revenir et déposer de nouvelles couches de sédiments marins. Le troisième type est ce qu'on appelle une discordance angulaire de sédimentation. On reste en milieu marin, mais le type de sédimentation va changer fortement, avec même un changement dans l'inclinaison des dépôts. Et enfin, le type le plus important de discontinuité est ce qu'on appelle une discordance post-orogénique. Dans ce type de discontinuité, un premier ensemble de couches est émergé, plissé lors d'une collision continentale, érodé jusqu'au niveau de la mer, et puis la mer va envahir à nouveau le terrain et déposer de nouvelles couches. Alors voilà quelques exemples de terrain. Ceci, c'est un arrêt de sédimentation avec émersion et karstification. À gauche, les couches de calcaire ont été émergées. Elles sont partiellement érodées. On voit d'ailleurs la cicatrice de l'érosion. Et à droite, de nouvelles couches sont venues se mettre en place en comblant les creux laissés par l'érosion. La ligne jaune matérialise la discontinuité. Discontinuité de type discordance angulaire de sédimentation. Dans ce cas-ci, les deux ensembles de couches n'ont pas la même pente, correspondent probablement à des milieux différents, mais on n'a pas de plissement entre les deux ensembles. Voici un autre exemple
dans les Pyrénées, où on voit très très bien les deux ensembles de couches avec une pente différente qui correspondent à deux types de sédimentation. Voici maintenant le type majeur de discontinuité, ce qu'on appelle une discordance post-orogénique. La voici. Dans ce cas, un ensemble de couches a été plissé, érodé, et de nouvelles couches sont venues se mettre en place. Dans le cas précis que je vous montre, c'est en Ardennes. Les couches situées en dessous de la discordance post-orogénique sont des grès et des pélites de milieux relativement profonds datés du Cambrien. Et au-dessus de la discordance, il s'agit de conglomérats du Dévonien inférieur mis en place en milieu alluvial, probablement au niveau d'un cône alluvial. Un exemple encore plus frappant ici en Arménie, où on a en dessous des couches dévoniennes qui ont été plissées et qui sont surmontées en discordance par des couches éocènes. Nous sommes sur le terrain dans la carrière de la Warche, près de Malmedy, en Wallonie, et une discordance sur le terrain, ça ressemble à ça. Ici, la discordance sépare deux ensembles de roches, un ensemble plus ancien qui est plissé, ce sont les roches grises, ce sont des phyllades datées de l'Ordovicien, et ces phyllades en fait ont été plissées par deux phases de plissement, une première phase calédonienne et une deuxième phase varisque. Et puis, longtemps après, ces roches ont été surmontées au-dessus d'une discordance par des roches plus récentes datées du Permien, des roches rouges, mises en place dans le Graben de Malmedy. Ce sont des roches d'origine continentale. Alors, cette discordance sépare deux ensembles qui ont 180 millions d'années d'écart. Quelques mots maintenant sur l'échelle stratigraphique internationale. L'échelle stratigraphique telle qu'on la connaît actuellement a pris naissance en Europe à la fin du XVIIIe siècle et elle a été modifiée de nombreuses fois depuis par de nombreux amendements. Cette échelle stratigraphique évolue encore de nos jours et on peut télécharger la dernière version auprès de l'International Commission on Stratigraphy. Voici à quoi ressemble l'échelle stratigraphique internationale, c'est la version de 2023. Elle se lit de droite à gauche et de bas en haut. Donc si on commence à lire du côté de l'AD1 à droite en bas, on va lire un âge de 4567 millions d'années, c'est la formation de la Terre, et l'échelle se termine en haut à gauche par l'époque actuelle. Qu'est-ce qu'on peut observer sur cette échelle? On voit d'abord des chiffres. Ces chiffres sont des âges absolus qui sont obtenus par des méthodes physiques. C'est d'ailleurs le paramètre qui impose un rafraîchissement assez fréquent de l'échelle stratigraphique puisque de nouvelles analyses permettent d'affiner ces âges. Donc on commence par la base de l'AD1 4567 millions d'années et on termine par le présent. Deuxième chose, c'est une série de boîtes de couleurs différentes. Ces boîtes représentent un ensemble de couches et un ensemble temporel. Si on regarde chacune des colonnes, on peut lire ces boîtes de droite à gauche. À droite, ce sont les unités les plus petites, les plus courtes au point de vue temps, et à gauche, ce sont les unités les plus longues. Alors, on peut, par exemple, si on regarde
le faménien. Il s'agit d'un étage, c'est les unités les plus courtes qu'on utilise habituellement en géologie. Plusieurs étages forment ce qu'on appelle une série. Plusieurs séries forment des systèmes et les systèmes peuvent être regroupés au sein des ératèmes et ces ératèmes peuvent être eux-mêmes regroupés au sein des éonothèmes. Alors, je vais vous parler de la découverte et de la mise en place progressive de ces différentes unités temporelles. Avant ça, je vous montre une version très simplifiée de l'échelle stratigraphique internationale. Elle est valable pour la Belgique. Elle comprend les différentes unités utilisées, étages, séries, systèmes, R. Et j'ai également rajouté les cycles tectono-sédimentaires. On en a parlé abondamment au cours des excursions de géologie de la Wallonie. Le premier cycle est le cycle calédonien, qui se termine par l'orogenèse calédonienne. Le deuxième cycle, le cycle varisque, qui se termine par l'orogenèse varisque. Et le troisième cycle est le cycle alpin, qui se termine par l'orogenèse alpine, toujours en cours, mais qui n'a pas affecté notre région. Petite remarque, ces cycles tectono-sédimentaires sont caractérisés par de longues périodes de dépôt et des périodes relativement courtes, à l'échelle géologique évidemment, où s'effectue le plissement par collision continentale.